Bonsoir. Bon bah je vous propose de commencer tout de suite, puisqu'on a déjà 10 minutes de retard. Ok. Alors je vous propose de commencer avec cette image. Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait c'est un deck de cartes perforées à l'époque où on codait justement, où on stockait le programme sur carte perforée. Je sais pas si vous voyez bien, mais en haut, ici là, bon, bref, il y a le numéro des colonnes, c'est assez rigolo. Ça va de 0 à 79. Je sais pas si vous voyez très bien ce que ça représente. Mais genre par exemple quand on code sur 80 colonnes, quand on fait des textes sur 80 colonnes, des mails sur 80 colonnes, c'est de là que ça vient en fait tout ça. Là en l'occurrence c'est du COBOL, donc c'est du code pour IBM. Ce qu'il faut savoir en COBOL par exemple, c'est qu'on ne code que entre les colonnes 8 et 72. Tout ce qui est entre les colonnes 0 et 8 et 72 et 80, enfin 72 et 79, n'est pas considéré comme du code. Entre 0 et 8 c'est le numéro de la ligne, c'est par exemple ce dont on se sert pour faire des gotos. Et plus rigolo, entre 72 et 80, c'est le numéro de la carte en fait. Du coup, quand on fait tomber notre deck de cartes et que tout se mélange, et ben, on peut le mettre toutes les cartes dans des ordres dans une machine qui s'appelle une trieuse et qui se sert de ce numéro justement en fin de ligne pour retrier les cartes. Et du coup, c'est rigolo parce que de ces contraintes très matérielles, on voit que le code, on s'oblige à coder entre 8 et 72, donc on est dans un langage vraiment très proche du matériel avec assez peu d'abstraction. Pour petite histoire, il y a aussi un petit trait sur le dessus du deck en diagonale. C'est pour qu'on puisse le faire à la main aussi et pas être obligé de passer par une machine. Enfin bref, tout ça pour dire que COBOL c'était bien beau, c'était avant les années 60, donc il n'y a pas à dire, c'est un peu vieux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le COBOL? C'est que c'est un langage assez stylé. Genre on peut faire du code qui se modifie lui-même. Mais c'est un langage quand même assez complexe puisqu'il y a à peu près 400 keywords. Et donc où est-ce que je veux en venir? Aujourd'hui, les langages de programmation ont pas mal évolué. Et ce qu'on remarque, c'est que les langages eux-mêmes deviennent de plus en plus simples. Même en langage assez costaud comme C#, en fin de compte, on a moins de 75 keywords, si mes souvenirs sont exacts. Et en Camel, c'est moins de la moitié de ça. C'est assez impressionnant. Donc on peut remarquer une certaine forme de réductionnisme, en fait, dans l'évolution des langages de programmation de nos jours. Mais au contraire, on voit aussi que les librairies standards sont de plus en plus évoluées. Donc, tout ceci pour dire, les langages c'est quelque chose qui évolue. Pour comprendre comment on en est arrivé ici, il y a pas mal de choses à étudier, mais on va pas pouvoir faire ça. Donc, on va juste avoir le plaisir de pouvoir regarder un langage assez récent qui est OCaml et voir qu'il est quand même vachement bien branlé. Genre, on peut tout de suite étudier des concepts à plutôt haut niveau et remonter aux fondements mathématiques de la programmation. Ah merde, faut que je... Ouais. Hop. Magique. Alors. Ah oui, alors mes slides sont en anglais, je suis désolé, c'est parce que je suis assez mauvais en français, donc... Mais a priori, c'est pas l'anglais très compliqué, donc vous devriez y arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je traduirai. D'ailleurs, les slides seront en ligne si vous voulez les récupérer. Alors, les variants. Les variants, c'est quelque chose en Camel qu'on a tous vu dès la sup. On appelle aussi ça des types sommes. Et en fait, ça représente vraiment l'union donc de deux types. Par exemple, le type somme fou, pas et bar, c'est l'union de fou et de bar. En fait, c'est deux constructeurs. Alors, pourquoi est-ce que les variants c'est cool? C'est parce que ça permet de représenter facilement des structures de données et d'implémenter les algorithmes dessus. Donc, pour ceux qui ont fait de la programmation objet, on sait tous que implémenter un design pattern visitor, mine de rien, c'est un peu compliqué et un peu verbeux. Donc là, on voit que par exemple en 3 lignes, on a un parcours d'arbres. Ah oui, alors ça, c'est pas du KML, c'est du ML. Quoi? Ah merde. Ouais, voilà. Il faut le dire. Bon, j'essaierai de prendre l'habitude de zapper un peu. Ah donc je disais, ça c'est une civilisation à Tucson, vous connaissez tous, c'est un arbre. Voilà. Yes, j'y ai pensé. Donc voilà, encore un peu plus de type somme, on peut voir des trucs rigolos qu'on fait avec. Je tiens votre attention sur le fait que là on a défini donc un type basic color, qui est un type somme, qu'on connaît tous, un variant standard, et que là on a défini une fonction color twins qui fait quelque chose sur ce type qu'on a défini. Hop.
Ce qui nous amène à une limite en fait des variants. Si je veux par exemple gérer une option supplémentaire pour ce type, en l'occurrence le type l'option RGBA, c'est-à-dire Red, Green, Blue, Alpha, on rajoute un type Alpha, j'ai envie de pouvoir étendre le domaine de définition pour une certaine fonction, en l'occurrence Extended Color Twins. Pour cette fonction-là, j'ai envie de pouvoir gérer les types que j'avais avant et ce nouveau type. Et ben, je ne peux pas faire, parce que là, comme vous voyez, je décidais de gérer à part le type RGBA pour faire mon truc avec, et ensuite, pour basic RGBY, qui sont les 3 valeurs possibles de mon ancien type, j'ai envie d'appeler la vieille fonction sur l'ancien type. Mais le problème, c'est que Kamel, il n'est pas d'accord, parce que en fin de compte, même si ce sont les 3 valeurs que je peux retrouver dans mon précédent type, ce n'est pas le même type. Du coup, ça fait une erreur. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est une façon de faire ça. Parce que c'est très intéressant, en fait, de pouvoir définir des variants pour avoir un domaine de définition d'une fonction qu'on a vraiment construit élément par élément. C'est un peu la raison pour laquelle on n'a pas envie de coder tout en int, en C, ou alors avec du void étoile. Pour la petite blague, je sais pas si je devrais le faire. Enfin bref, ouais, ta sœur c'est comme du void étoile, elle prend tout ce qu'on lui donne. Enfin bon. Voilà, on a envie de pouvoir restreindre les types pour pour éviter les erreurs au runtime, pour remettre toutes les erreurs à la compilation. En gros, un programme bien typé est un programme bien construit qui ne plantera pas. Donc on a vraiment envie de s'imposer le plus de restrictions possible. Donc si je pouvais à volonté avoir un type que je peux étendre pour certaines fonctions, restreindre pour d'autres, et ben tout de suite ça m'arrange pour concevoir les programmes. Je pourrais faire des choses qui me plaisent vraiment. Et Kamel nous permet de le faire. On va voir ça tout de suite. Si je pense à ZP, hop, les variants polymorphiques. Alors pour tous ceux qui étaient là à la conf au Camel SDL, au Camel Objet, là, vous en avez vu, parce que tous les types de SDL, là, vous avez probablement remarqué que ça commence avec un backquote, vous savez, le quote qui est à l'envers, là, sur la touche 7 en AZERTY. Mais en fait, ça correspond à des variants polymorphiques. Donc comme il y a écrit là, sur le super slide, les variants polymorphiques, vous vous en servez un peu comme des variants normaux, sauf que vous n'avez pas besoin de les définir avant. Genre là, par exemple, j'ai fait let free égale int 3, et ben ça passe. Le type, le variant int, il existe parce que je m'en sers à ce endroit-là. Si je peux faire par exemple une liste qui contient un variant on et un variant off, et donc c'est une liste qui contiendra des variants qui peuvent valoir off et on, comme on voit. Donc c'est le type off ou on list. C'est assez rigolo. Hop. Donc j'attire votre attention sur le fait que ce type of on il commence par un truc bizarre qui est un chevron dans un sens ou dans l'autre. Et en fait ça indique si en fait en anglais on parle de upper bound et lower bound. C'est pour dire si le type est fermé ou pas. Genre est-ce qu'on peut l'étendre ou pas. Là let f égale une fonction qui gère donc a et b. Donc son type en entrée c'est exactement A et B, les deux variants. En gros, c'est un variant qui peut valoir A ou B. Par contre, comme j'ai un cas qui match tout, et ben, ça peut valoir plus que A et B. En l'occurrence, si je décide de... Ouais. Bon. Ouais, il manque un exemple. Là, par exemple, j'ai fait pareil avec la fonction f, qui donc prend du A ou du C ou du B ou du D. Et ben, si j'utilise avec du E, et ben, ça va marcher. Parce que, comme vous voyez, il y a le chevron supérieur là, qui te dit le domaine de définition, c'est ces variants-là, ou plus, on peut l'étendre. Donc là, voilà, c'est ce qu'on fait, on peut étendre notre type comme on veut. Hop. Donc, continuons. Quand vous faites type foo égale bar, en fait, on appelle ça une abréviation de type, parce que c'est juste ça, c'est juste un alias, quoi. Ben, on peut faire pareil sur les variants polymorphiques. Donc, il y a un petit détail de syntaxe aussi, qu'il y a des crochets, donc voilà, faut pas se perdre. À quoi est-ce que ça sert? Là, par exemple, je peux faire la fonction f, c'est une fonction qui ressemble beaucoup à ce que j'ai fait juste avant, c'est-à-dire qu'elle prend un variant de a ou b en entrée, sauf que là, j'ai appelé ça ab. C'est beaucoup plus pratique, comme vous voyez, genre f de a, c'est le type ab, et si j'ai une erreur et que j'utilise avec du c, ben, il va te dire que c'est pas dans ab. Voilà, c'est une interprétation. Hop. Et donc il y a aussi un petit raccourci d'écriture à connaître, c'est que si je fais dièse AB, ça veut dire en fait c'est remplacé par la définition de AB, donc A pipe B.
Donc là, par exemple, j'ai une fonction qui a C va associer 1, qui a A ou B va associer 0. Et donc c'est fermé parce qu'il n'y a pas de match all, genre de underscore. Donc si je fais f de t, eh ben, il va me péter une erreur. Donc là, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a avec les variances, c'est-à-dire que j'ai un domaine de définition pour ma fonction qui est défini élément par élément. Donc je suis vraiment très restreint. Parce qu'encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça? Quand je finis par exemple la fonction Fibonacci ou la fonction factorielle, son paramètre c'est pas un int, parce que un int ça peut être négatif. Et on n'a pas envie de définir notre fonction pour du négatif et de faire péter une erreur runtime si jamais j'appelle ma fonction sur du négatif. Du coup on utilise un truc qu'on appelle du unsigned int, c'est-à-dire un entier signé, forcément positif. Comme ça on impose la restriction que c'est forcément positif. Mais je peux avoir des restrictions plus compliquées. Genre par exemple je peux avoir envie de définir uniquement pour les multiples de 2 ou les multiples de 3. Ou en l'occurrence pour 3 ou 4 valeurs possibles. Ça ressemble à ce qu'on ferait avec des énumérations en C, c'est exactement la même idée. Et donc, pour en revenir à mon problème de tout à l'heure, là maintenant, avec des variants polymorphiques, ça fonctionne, mon truc. Parce que color to int, ça prend en entrée le variant polymorphique basic ou RGB ou gray. Et donc là, si dans extended color to int, c'est une fonction qui prend en entrée ces trois variants-là, ou le variant RGBA, si je gère RGBA à part, et ben maintenant je peux construire uniquement un variant qui peut valoir basique ou RGB ou gray, et donc le passer à ma fonction color to int. En gros, c'est exactement le code de tout à l'heure, sauf que maintenant, en gros, ça compile. Donc c'est pratique, j'ai pu étendre mon type color en extended color juste pour une fonction. Parce qu'il faut bien comprendre que si j'avais étendu la définition de mon type color avec ce RGBA tout au début du code, et ben partout dans le code, mon color il aurait pu valoir RGBA. Et dans la plupart de mes fonctions, je n'avais pas envie de gérer RGBA. Du coup, il va falloir que je rajoute un cas d'erreur. Si j'ai RGBA, il faut que je fasse un fail with. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Ça me complique vraiment la tâche. Avec les variants polymorphiques, on a vraiment une souplesse pour construire vraiment des domaines de définition pour nos fonctions, élément par élément. Et nous pourrons les étendre à volonté. Ok. Est-ce qu'il y a des sup en fait dans la salle? Ok. Est-ce que vous étiez tous là à la conf objet? Ok. Donc vous savez tous ce que c'est que le polymorphisme de sous-inclusion, n'est-ce pas? Ici, bon. In a programming language theory, subtyping, also subtype polymorphism or inclusion polymorphism, is a form of type polymorphism in which a subtype is a data type that is related to another data type, the supertype. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux types. On a le sous-type et on a le supertype. Okay? Deux types. That is related by some notion of substitutability, meaning that program elements, typically subroutines or functions written to operate on elements of the supertype, can also operate on elements of the subtype. En gros, on a une substituabilité entre ces deux types. Ça veut dire, si à un endroit dans mon code, j'ai une fonction qui gère le supertype, le sous-type justement, et ben je peux très bien, c'est ça. Le supertype, je peux très bien utiliser le sous-type à la place. Si A est un sous-type de B et que j'ai défini ma fonction f pour un type A, et ben je peux très bien utiliser un type B à la place. C'est ça que ça dit. Exemple en image. Hop, là ça devient rigolo. Là j'ai trois types. J'ai le type animal, le type mammifère et le type chien. Pour tous ceux qui ont fait de l'objet, bon, tout le monde a fait de l'objet donc ça va bien. Animal, en fait, c'est la classe de base qu'on dérive donc en classe mammifère, qu'on dérive ensuite à nouveau en type chien. Ça veut dire que le type animal est en fait beaucoup plus primitif que le type chien, qu'on a enrichi avec des notions, par exemple la notion aboyer, la notion manger, etc. Donc on peut dire que chien est un sous-type de animal. Parce que si par exemple j'ai quelque chose que je sais faire avec n'importe quel animal, si j'ai un chien, et ben je peux le faire avec le chien, pas de souci. Typiquement dans une ferme, si j'ai un pré où je peux mettre des chevaux et des poneys, et ben non. Si j'ai un pré où je peux mettre des quadrupèdes, et ben je peux très bien y mettre des chevaux et des poneys, parce que les poneys et les chevaux sont des quadrupèdes. Ils remplissent toutes les caractéristiques des quadrupèdes. C'est vraiment ça le sous-typage, c'est assez simple en fait comme notion. Hop. Le polymorphisme de sous-type, blablabla. Ouais, on va passer la slide. En gros, c'est le formalisme qui décrit tout ça. Pour bien préciser. En plus, non, il y a une slide après. Hop.
Ouais, non. Enfin, bref, l'idée c'était que... Non, on s'en fout. Ouais, donc voilà. Mon exemple de programmation orientée objet, avec une ferme qui prend des quadrupèdes, et ben, je peux essayer de faire une liste donc, qui contient à la fois des chats et des chiens. Et ben, il va me dire que c'est pas possible, parce que les chats et les chiens, c'est pas des quadrupèdes. Parce qu'en OCaml, l'héritage, ça implique pas forcément qu'on ait un type, une relation de sous-typage. Il faut le faire explicitement avec ce qu'on appelle l'opérateur de conversion, qui est le deux points second, là, le petit smiley. Genre, si x, genre x, là, let x égale nu4, x est un chat, et si je fais x deux points chevrons quadrupède égale nu4, et ben x ça va être traité comme étant un quadrupède. Donc en gros, si dans ma ferme là, je fous des chats que je traite en quadrupède et des chiens que je traite en quadrupède, et ben ça marche parce qu'en fait c'est des indices de quadrupède. Donc là, la méthode cSpecies qui est définie pour tous les quadrupèdes, je peux m'en servir sur mes chats et mes chiens. Enfin, notion assez basique. Hop, voici où je veux en venir. On a vu avec les variants donc, que les sous-types et les surtypes, là, c'est une question vraiment de type auquel on a rajouté quelque chose. C'est un surensemble en fait, du premier type. Là, par exemple, j'ai le variant A et j'ai le variant A ou B. Et ben, A ou B, c'est plus que juste A. Donc, A est en fait je peux par exemple traiter. Si j'ai un A, je peux très bien m'en servir comme si c'était du A ou B. Si j'ai une fonction qui gère A ou B, je peux très bien lui passer un type qui peut juste valoir A. Qui a juste la moitié du code qui serait inutile, quoi. Mais ça va pas péter le code, c'est ça qui est important. Donc sur un couple, par exemple, A étoile B, donc premier membre c'est du A, deuxième membre c'est du B, je peux aussi faire du sous-typage si chacun des membres est lui-même sous-type. Genre par exemple A sous-type de A ou C et B sous-type de B ou D, et ben ça veut dire que je peux sous-typer A étoile B en A ou C étoile B ou D. Et par contre, donc la suite tout en bas, bon, c'est un peu imbitable, je l'admets. On a A ou B associé à C, qui est un sous-type de A associé à C ou D. En fait, c'est pas comme pour les couples. Pour les couples, on a bien vu qu'il fallait étendre des deux côtés. Et ben là, pour les types flèches, c'est-à-dire les types fonctions, pardon. En fait, dans la littérature, on appelle souvent ça les types flèches, parce qu'effectivement, c'est noté avec une flèche dans tous les langages ML. Donc, quand vous lirez des papiers qui parleront justement de typage en ML, ça n'a vraiment rien de surprenant de voir qu'ils parlent le type flèche. Et ben, c'est inversé, le premier argument, comme vous voyez. Le sous-type, c'est pas... Comme A est sous-type de A ou B, on peut dire que A ou B flèche C est sous-type de A flèche C ou D. Alors, pourquoi ça? Comme je l'ai dit, c'est la notion vraiment de substituabilité du code. Si j'ai une fonction qui gère dont le résultat peut être un C ou un D, et que je le remplace par une fonction dont le résultat peut être uniquement un C, ça ne casse rien. Et c'est pareil pour l'inverse, pour l'entrée, c'est l'inverse. Si j'ai une fonction qui prend uniquement du A et que je lui passe du A au B, ça va péter. Ça marche dans le sens inverse. C'est si la fonction prend en entrée du A ou B et que je lui passe du A. Donc c'est inversé. Alors cette notion, ça a un nom. Hop. C'est ce qu'on appelle la variance, la covariance et la contravariance. Donc quand on est dans le cas par exemple du tuple là, où c'est variant dans le sens logique, si vous voulez, on parle de covariance, et ici c'est dans le sens inverse, on parle de contravariance. Voilà. Donc là j'ai fait un petit schéma avec des couleurs, je sais pas si ça aide. Ouais, je sais pas si ça aide. Ouais, enfin, si. On voit bien l'inclusion comme ça. Hop. Voilà, maintenant on va parler de trucs un peu rigolos. Des annotations de variance. A somewhat obscure corner of the language. C'est comme ça que c'est décrit par tous les gens qui le connaissent. Et c'est un peu un euphémisme, genre personne ne le connaît en fait. Donc là, regardez tout de suite l'exemple. Hein. Type plus A plus B est égal à A étoile B. Type, genre, en fait, on a un couple, quoi, on a défini un couple, tout étant, sauf qu'on a rajouté plus et plus. On voit que ça ne change absolument rien. Genre, dans la réponse de OCaml, on voit que les plus ont disparu, c'était juste des annotations. Par contre, si je le fais pareil sur un type fonction, eh ben, ça me balance une erreur. Donc là, on commence à comprendre en fait ce que représente le plus et les plus. Parce que si je remplace le premier plus par un moins, on voit que ça marche.
En fait, le plus et le moins, c'est vraiment la notion de variance qui est concrétisée. Alors, à quoi est-ce que ça peut me servir tout ça? Hop. Ouais, c'est bon. Quand je fais un module, on a quelque chose dans le module qui s'appelle la signature. En fait, c'est le type de ce qui est dans le module, mais on n'a pas l'implémentation qui est à côté. Donc, par exemple, si j'ai un type T, un couple de A et de B, qu'on appelle un type T, donc, je sais juste de l'extérieur qu'il y a un type T qui est composé de A et de B, mais je ne sais pas que c'est un couple. Ça se trouve, ça aurait pu être un type fonction à la place. Et du coup, quand j'essaie d'instancier ce module depuis l'extérieur, là, par exemple, j'ai fait un module MT avec un divariant polymorphique donc A, B, et j'essaie de le sous-typer en A ou C, B ou T. Et ben, il me dit que c'est pas possible parce que il sait pas que A, B c'est sous-typable. Donc slide suivante tout de suite, hop, rapidement, hop, clic. Il faut que je mette des plus pour qu'on puisse voir depuis la signature la variance. Parce que sinon, la variance, c'est uniquement l'implémentation. Si je vois pas que c'est un couple, si je vois pas que concrètement ce type c'est un couple, parce qu'on ne le voit pas dans la signature, je ne peux pas savoir si le premier est variant ou covariant ou contravariant. Enfin. Donc voilà à quoi servent les plus. Les plus, hop. Et donc ça, on va y revenir plus tard, quand j'aurai le temps d'exposer 2-3 autres notions. Et on va voir qu'on peut faire des trucs super puissants avec, mais genre vraiment super puissants, de la magie quoi. À propos de magie, la programmation, il y a deux définitions que j'aime bien. Enfin, plus que des définitions, ce sont des analogies en fait. La première, c'est celle de Richard Stallman. J'espère que vous connaissez tous Richard Stallman. C'est le papa de GNU et du libre en gros. Et Richard Stallman dit que la programmation, les programmes, c'est en fait comme des recettes de cuisine. Ce sont des suites d'instructions qui permettent d'obtenir un résultat et qu'on peut modifier effectivement entre nous. Genre, si j'aime bien une recette, je peux la modifier. Alors, bref. Il y a une deuxième vision qui est plus intéressante, c'est celle de Hall. C'est le mec qui enseigne en gros le SICP, le SICP, qui donne en gros des cours de Lisp au MIT, qui a des vidéos sur YouTube, c'est assez cool. Donc selon ce mec, qui est quand même assez connu, l'informatique et la programmation, c'est pas du tout ça. En fait, c'est comparable de la magie. Et le langage de programmation, c'est en fait comme le babylonien, etc. et autres langages fictifs utilisés pour les formules magiques. Nous, on a nos langages de programmation, par exemple Lisp. Genre, je vais écrire un programme en Lisp, ce sera comme une formule magique. Et j'aime beaucoup cette analogie parce qu'on perd vraiment toute la notion de impératif, donc de suite d'instructions qu'on avait dans la recette de cuisine. Et on est vraiment dans du déclaratif, du fonctionnel, quoi. Genre, je déclare quelque chose et ça fonctionne, quoi. Genre, mon programme. Ah, ouais. Je digresse un peu. Donc voilà, je vous ai présenté rapidement 2-3 petites notions sur les variants. Parce qu'on va voir qu'on va en y revenir après pour certains trucs. Là, je vais vous présenter le compilateur. Genre comment est-ce que c'est compilé, tout ça. Ensuite, je vais essayer de faire rapidement un petit tour sur le typage, donc l'inférence de type. Mais là, je vais vraiment être très rapide parce que c'est assez difficile de présenter ça rapidement. On va dire ça comme ça. Genre, si vous voulez, il y a des super PDF de 12 pages qui prennent à peu près un mois à lire, mais qui sont très intéressants et qui font ça mieux que moi. Donc, Et puis ensuite, je ferai une petite partie sur la programmation fonctionnelle, en gros. Genre la vraie programmation fonctionnelle, quoi. Genre, pour moi, le fonctionnel, c'est pas juste on prend du camel et on interdit les boucles forts, quoi. Enfin, il y a un peu plus que ça derrière. Alors, les compilateurs. Je pense que nous savons tous ce que c'est qu'un compilateur, à peu près. Ah bah, j'espère. Un compilateur est en fait un traducteur. C'est ça qu'on dit en français, un traducteur. Genre, par exemple, sur mon petite image, il va traduire du code .c en code assembleur et puis en code machine. Le petit bouquin à côté, ça va être votre livre de chevet pendant le S2 d'engin. Ça vous explique comment coder un compilateur de langage ML en l'occurrence. Et surtout, tous les exemples sont en ML aussi, donc c'est assez rigolo. Et plus que rigolo, en fait, c'est une référence. Hein. Hop. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore beaucoup touché au compilateur, il faut savoir que la compilation, ça se fait en plusieurs étapes. Et le compilateur OCaml respecte cette règle.
C'est-à-dire qu'on part du code source, on commence par faire toute l'étape préprocesseur, car oui, il y a un préprocesseur en Camel, il s'appelle Camel P4. Par contre, je vous avouerai que je n'en suis pas beaucoup servi. Ça sert notamment à faire des extensions de syntaxe. Genre, si vous trouvez que Camel c'est joli mais qu'il manque un petit quelque chose, vous allez coder en P4 pour faire en quelque sorte une extension de syntaxe de votre langage pour faire votre propre dialecte de Camel. Mais il ne faut pas trop en abuser parce que c'est pas une bonne pratique, blablabla. Donc une fois qu'on a fait ce pré-processing, on a ce qu'on appelle le parsing, c'est-à-dire qu'on va lire le fichier et on va l'abstraire, on va en construire un arbre de syntaxe abstraite, on appelle ça, pour se modéliser le programme indépendamment de la façon dont il a vraiment été codé. Genre là, le COBOL, les 80 lignes, là, c'est fini, quoi, on n'en parle plus, on dit vraiment abstrait. On appelle ça un parse tree, untyped AST. Ensuite, on vérifie que tout ça a bien du bon typage. Dans le cas de Camel, puisque c'est un langage avec du typage inféré, il y a toute l'étape d'inférence de type. Donc en sortie de ça, on a un type tree, c'est-à-dire exactement la même chose, sauf que maintenant il a des annotations de type. À partir de là, on fait un truc assez sexy, totalement sexy. On fait les optimisations de pattern matching. Et on obtient ce qu'on appelle le lambda form, qui est en fait la représentation intermédiaire de OCaml. À partir de là, on fait tout le bousin habituel, genre inlining et choix de représentation mémoire. Genre vraiment les broutilles pour traduire ça en assembleur, quoi. Ensuite, on a le choix de deux assembleurs. On peut ou bien traduire ça en bytecode ou bien traduire ça directement en code natif. Mais là, après, il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. C'est juste pas le même assembleur. Donc, on va s'arrêter sur les trois étapes, le parse tree, le type tree et le lambda. Donc, hop. Clic. Plus tard. Commençons par les bases. La représentation des valeurs en Camel. Car en Camel, tout est valeur, n'est-ce pas? En Camel, on a ou bien des choses qui sont des entiers. Donc en l'occurrence, des entiers, on parle d'entiers unboxés. Ou alors des pointeurs vers des blocs mémoire un peu plus compliqués. Alors qu'est-ce qu'on stocke sous forme d'entiers? On stocke par exemple les entiers, les caractères, tout ce qui est unit et liste vide, on stocke ça sous forme de 0. True et false, pareil, c'est 0 et 1. Les variants with no parameters. Alors pour ceux qui ont fait du C, ça va vous rappeler quelque chose. C'est comme les enums, donc ça vaut 0, 1, 2, 3, etc. Et sous forme de bloc, c'est tout le reste. Donc tout ce qui est liste, couple, array, string, struct, blablabla. Hop. Alors amusons-nous un peu. Il y a un module dans Camel qu'il ne faut surtout pas utiliser, genre surtout pas, qui s'appelle OBJ, qui permet de manipuler en fait la représentation interne des valeurs en Camel. Et plus que les manipuler, en fait, ça permet aussi de faire de l'inspection, donc c'est rigolo. Il faut pas s'en servir parce qu'on peut s'en servir pour faire un peu n'importe quoi. Genre on peut demander à Camel d'ignorer vraiment tout ce qui est typage. On peut forger, on peut vraiment faire de la magie avec les types et du coup on peut se retrouver avec des programmes qui font n'importe quoi. Et après il faudra pas accuser Camel, quoi. Donc obj.rep, ça te donne la représentation, qui est un type totalement imbitable. Donc là vous voyez dans le premier exemple, obj.rep de 42, ça me dit vraiment rien d'utile. Il faut que j'utilise d'autres fonctions du module obj pour en savoir plus. Genre obj.rep de 42, je fais une fonction isInt qui me dit si c'est un int ou pas. Ouais, 42 c'est un int, c'est trop bien. Ouais, isInt ça veut pas dire que c'est un int, pardon, ça veut dire que c'est stocké sous la forme d'un integer-like thing. Donc liste vide, etc. Ça me dirait aussi que c'est un int. Ah bah d'ailleurs c'est juste en dessous. Liste vide, effectivement c'est un int, bool true. C'est genre int par opposition à bloc. Bloc, genre une liste qui contient l'élément 42, c'est une liste, donc c'est un bloc, ce n'est pas l'entier. Donc isInt, c'est false. J'ai un petit variant à côté qui a 4 états, foo, base et cux. Il y a aussi un état bar of int qui est donc un variant paramétré. Donc si je regarde, regardez le printf là, je print la valeur obj.magic. En gros, ça prend la valeur et ça l'affiche genre telle quelle. En gros, ça veut dire le type page, ça n'existe pas. Genre, il y a des bits en mémoire, je veux voir ces bits. Donc là, je fais un printf des bits donc, qui correspondent à foo, à base et à aux. Et donc vous voyez qu'il m'affiche 0, 1, 2. Donc foo, c'était le premier dans mon variant, il affichait 0.
base, c'était A, bah c'était pas le deuxième. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il mette 2, mais en fait non, il a mis 1. En fait, il a sauté de barre. On va voir pourquoi après. Donc là, on tombe bien sur ce que j'ai dit avec les variants qui sont comme des énumérancés, c'est-à-dire qui sont des entiers, qui énumèrent à partir de 0. Hop. Un peu plus de détails, s'il vous plaît. Alors, il faut savoir que les pointeurs sont forcément alignés sur un word, c'est-à-dire sur 4 bytes. Genre, on n'a pas des pointeurs qui pointent vers le milieu d'un word en mémoire. C'est pas très... c'est pas... Alors vous me direz, ça dépend des archis, et c'est vrai. Mais ouais, les gens qui ont fait le compilé au camel, ils y ont pensé, et ils ont géré ces archis, il n'y a pas à dire. Donc, comme c'est toujours aligné sur 4 bytes, les derniers octets, les derniers bits d'un pointeur sont forcément à 0. Les deux derniers, c'est forcément 0 parce qu'ils sont alignés sur 4 words. Et du coup, les mecs de Camel, ils se sont dit, ah bah, on va utiliser ces bits qui servent à rien. Du coup, s'il y a un 0 à cette position-là, au bit de poids faible, bah, on sait que c'est un pointeur. Et si c'est un entier, ben, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle les entiers pairs, qui se termine aussi par un 0. Donc on va être un peu couillé. Ouais, bah, du coup, on va tout décaler de 1. On va stocker les entiers sur 31 bits. Et on va garder le bit de poids faible pour mettre un 1 pour dire que c'est un entier. Comme ça, on a nos mots en mémoire là. Et tout de suite, on peut voir si c'est un pointeur ou si c'est un entier. Ça dépend s'il y a un 0 ou un 1 à la fin. Hop. Alors du coup, vous me direz, mais pour faire l'arithmétique, c'est un peu relou. Et c'est vrai. Genre, si je veux additionner A et B, donc vous voyez A plus B, ben, ça fait A plus B. Alors si j'additionne tout simplement A et B sous cette représentation-là, en fait, je vais additionner 2 fois A plus 1, puisque A est décalé de 1, donc c'est 2 fois A, et qu'il y a un petit 1 à côté, ça fait 2 fois A plus 1. Donc j'additionne ça à 2 fois B plus 1, parce que c'est pareil, c'est représenté comme ça. Donc si j'additionne ça, eh ben, attention, c'est des grosses maths, ça fait 2 fois A plus B plus 2. Alors que si vous regardez bien à côté, alors moi j'ai 2 fois A plus B qui est donc décalé de 1, avec un 1 à côté. Donc en fait le résultat que j'aurais voulu avoir, c'était 2 fois A plus B plus 1. Et ben heureusement, pour obtenir 2 fois A plus B plus 1 à partir de 2 fois A plus B plus 2, et ben c'est pas très compliqué, il y a juste à soustraire 1. Et du coup, c'est ce qui se passe. Quand on fait une addition de 2 entiers en camel, le code assemblaire qui lui correspond, c'est on additionne et on soustrait 1. Et ça, en l'occurrence, ça se fait en une instruction. Du coup, il n'y a aucune perte de performance. Par contre, après, effectivement, quand on fait une soustraction, ça prend 2 instructions. Multiplication, ça en prend 4. Et la division, je vous en parle pas. Mais en fait, du point de vue performance, c'est vraiment tout à fait honorable. Hein. On aurait pu croire qu'on se tirait une balle dans le pied, mais pas du tout. Hop. Donc là, je vous ai parlé des entiers. Parlons maintenant des blocs. Alors, les blocs, ce sont en fait des tableaux en mémoire. Genre, si j'ai une liste, je vais avoir, un tableau plutôt, justement, un arrêt, qui contiendra 4 valeurs. Je vais avoir un premier word qui correspondra à la première valeur, un deuxième word qui correspondra à la deuxième valeur, et ainsi de suite. Et donc, selon si ces valeurs ce sont des entiers ou eux-mêmes des blocs, et ben, les words, se terminant par 0 ou par 1, si ça se termine par 1, et ben, c'est bon, j'ai ma valeur immédiate là dans le word. Sinon, si ça se termine par 0, c'est un pointeur, il faut que je les référence, etc. J'aurais pu vous faire un super schéma, mais mine de rien, les ASCII, ça prend du temps. Alors, une petite particularité rigolote, c'est qu'il y a un header avant ce tableau, pour savoir un peu plus précisément ce qu'il y a dedans. Parce que sinon, je me retrouve juste avec un pointeur qui se termine par 0, puis je vois que ça pointe vers quelque chose, et j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce quelque chose, quoi. Du coup, on a un header qui contiendra des informations intéressantes, et il est intéressant de noter que ce header, pour des raisons de performance, il est placé avant le tableau. Genre il est à pointeur -4. Pointeur, il pointe vers le début, vers le premier word, donc il pointe. Enfin, bref, c'est rigolo. Alors le fameux header, on est sur 8, 10, ouais c'est ça, 32 bits, c'est assez logique. Donc un word. Dans ce word, qu'est-ce qu'on a? On a 3 choses. On a la taille du bloc. Genre par exemple si c'est un tableau de 4, et ben, il va me dire que c'est un tableau de 4 words, il va y avoir un 4 là. Ensuite il y a 2 bits pour la couleur, parce que comme vous le savez sûrement, OCaml est un langage managé, donc il y a un garbage collector. Un garbage collector, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des couleurs, pour dire par exemple, ouais, ça c'est occupé, ouais, ça c'est libre, ouais, ça je sais pas. On a besoin en fait de 3 couleurs. Ouais, en fait il y en a 4, ouais.
enfin on a besoin de 3 ou 4 couleurs. Du coup pour coller ça on a besoin de 2 bits, donc on a les 2 bits de couleurs là qui sont utilisés par le garbage collector. Et ensuite on a 8 bits, un byte en fait qui correspond qu'on appelle le tag byte, qui va servir à stocker justement, quand je parlais d'informations rigolotes, c'est là qu'il va y avoir le truc un peu rigolo à regarder. Alors pour ça dans l'ordre, la taille, comme vous voyez c'est sur 22 bits, ça implique évidemment que tout ce tableau là, il a une taille maximum de 2 puissance 22, c'est-à-dire 16 MB. On ne peut pas faire des trucs plus grands. Si on veut faire des arrays qui sont vraiment grands, on utilise un truc qui s'appelle les big arrays de OCaml. Et voilà d'où vient la limitation. Ouais. On va essayer d'accélérer un peu maintenant. Ah, le tag byte. Si je regarde par exemple la représentation d'une chaîne de caractères, et ben je vois que son tag byte c'est 252. Si je vois la représentation d'un float, je vois que le byte c'est 253. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des différences? Parce qu'il y a des optimisations en fait qui sont faites par derrière, et pour savoir sur quoi on est, genre quelle optimisation utiliser, on a besoin de pouvoir consulter effectivement ce tag byte. En l'occurrence les doubles, comme le nom l'indique, parce que les floats en camel en fait c'est des doubles. Ouais. Donc un double ça veut dire que c'est double précision, donc c'est stocké sur 2 words. Donc quand vous dans les ici là, les éléments de mon tableau et de mon bloc c'est mot par mot, mais avec des doubles ben ça le fait pas parce qu'un double ça prend 2 mots. Du coup ben, j'ai besoin de stocker dans mon header qu'il s'agit d'un tableau de double et que les cases ça va de 2 en 2. C'est une petite optimisation sympa. Ouais, d'où par exemple, OBJ is block de 1.0, effectivement 1.0 c'est un bloc, c'est un float, on va pas stocker ça sous forme entière, avec une arithmétique de points fixes par exemple, on aurait pu le faire mais on le fait pas. Ouais, alors avec le module OBJ vous pouvez aussi faire des trucs rigolos, genre obj.double_field, ça récupère un élément d'un tableau de double. Genre là par exemple j'ai un tableau qui contient 1.1 et 2.2, j'essaie d'accéder à l'élément 1, bah, ça me donne 2.2, mais pratique. C'est totalement rien. Et puis intéressant, si je regarde un simple float, genre 1.234, et ben j'y accède exactement de la même manière, genre en accédant au fil 0 d'un tableau. En fait, on n'a pas de float simple, ils sont forcément à cause de l'optimisation, c'est forcément dans les tableaux. Voilà, petite particularité. De toute façon, les floats, c'est sale, j'ai envie de dire. Hop. Les variants paramétrés. Alors, voilà, j'ai un type T qui peut être une pomme, ou une orange de int, ou une pierre, ouais, une poire. Non, une pêche, fuck. Une pêche de string ou un kiwi. Ok, alors spoiler, les pommes et les kiwis, on s'en fout. Et donc, vous voyez que les oranges, par exemple, c'est il y a un tag 0, les pierres, il y a un tag 1, etc. En fait, chaque variant avec un paramètre, ils ont un tag bit qui est numéroté, à la façon des numérations, genre 0, 1, 2, 3, etc. Alors que les variants sans paramètres, c'était directement des entiers numérotés, 0, 1, 1. Là, c'est des blocs qui ont un tag byte numéroté. La grosse différence, c'est qu'un variant non paramétré, comme c'est un entier, que c'est stocké sous forme d'entier, on peut compter de 0 à max int. Donc 2 puissance 31 moins 1. Alors que là, on est sur ce qu'on appelle le tag byte. C'est un byte. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plus de 240 variants paramétrés. C'est une sacrée limitation. Elle vient de là. Clic. Les strings. Alors les strings, il y a aussi un petit hack assez rigolo. Alors globalement, une string, il n'y a pas de magie, hein, c'est des caractères, c'est un tableau de caractères, donc c'est stocké caractère par caractère. Mais si vous vous souvenez bien, dans mes blocs, j'avais dit que c'était des blocs de Word, genre c'était compté en words et non pas en bytes, sachant qu'il y a effectivement 4 bytes dans un Word, ou 8, ça dépend de l'architecture, si on est en 32 ou 64. Donc par exemple, si je regarde la représentation de la chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est 7 caractères, et du coup, la size du bloc, c'est 2 words, parce que ça tient dans 2 words.
Et par contre, si je fais genre, la taille de 1, 2, 3, 12 caractères, et ben ça tient sur 4 words. Du coup, il me faut une taille de 4. Souvent, quand on a des chaînes de caractères, il y a quelque chose qu'on a information qu'on aime bien avoir, c'est la taille de la chaîne. Alors comment est-ce qu'on évite de parcourir toute la chaîne comme des gros teubés à chaque fois qu'on veut avoir la longueur de la chaîne? Et ben on stocke la longueur de la chaîne dans la chaîne. Donc si vous avez un petit peu, si vous voyez bien le truc, ma chaîne n'est pas forcément une taille multiple de la taille d'un word. Donc à la fin de ma chaîne, il y a un petit peu d'espace libre. Genre le dernier word, il n'est pas totalement rempli. Hop. Et du coup, il y a du padding. Genre si ma taille modulo la taille de ma chaîne modulo la taille d'un word, c'est 1. Ça veut dire que si mes words ils font 4 octets, et ben j'ai 3 octets qui servent à rien. Du coup, je vais rajouter un 0, un 0 et un 2 à la fin. Et du coup, ça implique que pour calculer la taille de la chaîne, faut juste faire ce petit calcul là. Donc la size qui est fournie dans isBlock, donc le machin là obj.size là, la taille du bloc en bloc pardon, fois la taille d'un bloc. Donc par exemple si ça prend 2 blocs et que les blocs font une taille de 8, je vais avoir 2 fois non, si les words font 4, pardon, je vais avoir 2 fois 4, ça fait 8, plus le last byte du bloc. Donc en l'occurrence, si ça va jusqu'au bout, là, comme dans le premier exemple, c'est plus 0, moins 1. Vous verrez, ça fait 7, 8 moins 1, ça fait 7. Effectivement, j'ai la len de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien 7. Et pour le deuxième exemple, qui est donc 1, 2, 3, machin, ABC, et sur 64 bits, eh ben, j'ai une taille de 2 fois la size d'un word, donc 8, ça fait 16, plus last byte d'un bloc, bref, on tombe bien sur nos pieds, tout fonctionne. Et ce qui est vraiment beau avec cette représentation-là, c'est que ça garde bien le 0 terminal. Genre le petit avec le byte à la fin, là, il est après les 0 terminaux. Du coup, si en C, je lis cette chaîne de caractères, ben, ça s'arrête avant, enfin, genre, ça s'arrête au premier octet nul. Du coup, je vois pas les deux petits trucs rigolos à la fin. Et du coup, je peux me servir de ma string camel dans un programme C. Pas de souci, ça marche. Hop. Hop. Variant polymorphique. Ouais. Alors avec les variants polymorphiques, parce que j'aime bien parler de variants polymorphiques, et ben ça marche un peu différemment parce qu'on n'a pas assez d'informations à la compilation. Du coup, en fait, les variants polymorphiques sont représentés encore une fois sous forme d'entiers, comme les variants normaux. Sauf que on peut pas compter donc de 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parce qu'il n'y a pas de définition des variants. Du coup, en fait, on va stocker un hash du variant. Par exemple, le variant polymorphique fou, il va être représenté sous ce hash 35,05, blablabla. Du coup, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilise un variant polymorphique, en fait, il y a un peu plus de calcul, quoi. Hop. L'allocation et le garbage collector, ouais, c'est pas très intéressant ça. Ouais, première ligne, ouais. On fait une variable temporaire. Donc voilà, c'est ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une variable temporaire, TMP, qui est sur le tas. Genre une fois que j'ai fini d'utiliser F, j'ai plus besoin de ce TMP, donc hop, c'est une variable qui aura servi pas très longtemps. Si je fais une fonction qui prend un couple et qui renvoie un couple, et ben en fait, OCaml construit un nouveau couple, parce que c'est ça qu'il a écrit. Genre let F du couple AB, c'est un couple qui contient aussi A et B, mais c'est pas le même couple. Du coup, pour éviter de faire une copie inutile, on est obligé d'utiliser d'être un peu plus verbeux, quoi. Tout ceci pour dire qu'un langage de programmation fonctionnelle typique a beaucoup d'allocations qui durent très peu longtemps. On appelle ça la generational hypothesis. Et du coup, le modèle de mémoire de OCaml est optimisé pour cette utilisation-là. Et du coup, on a deux tas en fait. On a un tas qu'on appelle mineur, qui est jeune. C'est là qu'en gros, toutes les petites valeurs dont on se sert une fois et hop, qu'on jette, vont être. Et ensuite, on a le tas majeur qui est un peu plus lent et qui est aussi un garbage collector un peu plus lent pour les valeurs qui vivent un peu plus longtemps. Alors, le tas mineur, c'est juste un tableau, genre pour tous ceux qui ont déjà utilisé SPRK dans leur vie, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une zone mémoire non allouée, on a un pointeur au bout,
Si j'ai besoin d'un peu de mémoire, je dis hop, décale le pointeur et hop, ça c'est la mémoire qui va être allouée. Si j'ai besoin d'un peu plus de... Ah ouais. Faut le dire plus fort ça. Hein. Ouais. Donc je disais, j'ai une zone de mémoire qui n'est pas allouée. Donc j'ai un pointeur qui commence au bout. Si j'ai besoin d'un peu de place, hop, je décale le pointeur et je dis que ça c'est la place que je file. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit rempli. Et une fois que c'est rempli, qu'est-ce que je fais? Je déplace tous les éléments encore accessibles qui sont dans ce tas et je les mets dans l'autre tas. Et ensuite, je considère que ce tas-là est vide. Voilà, une garbage collectée très rapidement. On appelle ça la collection mineure. Hein. Chop, chop. Oups. Il me faut vraiment un assistant pour passer mes slides. Chop. Collection mineure, voilà. Alors, le tas majeur. Là, pour le coup, c'est un truc qu'on connaît mieux. Enfin, genre, tout ça, c'est la mémoire qui est malloquée. Hop. Pas très intéressant. Le garbage collector. Donc, ouais, donc là pour le coup c'est un algorithme mark and sweep, donc tricolore. Genre je commence par tout marquer d'une couleur, puis je parcours tout, bon, et je les marque en gris. Ensuite je parcours, enfin c'est un parcours largeur, hein, je parcours tout ce qui est accessible depuis cet élément courant, je les marque à leur toit, etc. Une fois que j'ai plus personne à qui accéder, en remontant le parcours, je marque le truc d'une nouvelle couleur. Donc selon que c'est utilisé ou pas, et que tous les fils sont utilisés ou pas, et ben, je vais le marquer d'une certaine couleur, et selon cette couleur, et ben, je vais décider à la fin de le free ou pas. Non, c'est pas... Il n'y a rien de sorcier. Hop. Hop. En fin de compte, tous les sujets qui sont la garbage... Ouais. Les trois couleurs, blanc, gris et noir, ce que ça signifie. Il y a une des couleurs qui signifie je suis en train d'inspecter, donc je n'ai pas encore assez d'informations pour savoir de quoi il s'agit. Il y a une couleur qui signifie j'ai inspecté, je peux libérer. Et il y a une couleur qui signifie j'ai inspecté et je ne peux pas libérer. Pour la petite histoire, la quatrième couleur c'est bleu et ça veut dire c'est pas utilisé. Donc tous les blocs mémoire libre, il y a une petite couleur bleue. Et donc non, white, gray et black, je sais que gray c'est ce qui n'est pas décidé, mais entre white et black je confonds tout le temps, donc je préfère pas trop m'avancer. J'ai sauté une slide. Ouais. Comme OCaml n'est pas un langage fonctionnel pur, on a un petit trick. C'est que si par exemple j'ai un record donc, qui commence à vivre dans le tas mineur et qui se déplace dans le tas majeur, enfin, bref, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est que si je fais un nouveau record, qui donc sera dans le tas mineur, et que je décide d'affecter ce record à mon ancien record, genre un champ de mon record pointe maintenant sur ce nouveau petit record qui est dans le tas mineur, et que je m'arrête un peu là, genre dans l'exemple, notez bien le point virgule à la fin de la ligne là, qui fait que le let n, en fait, c'est une définition temporaire et qui elle est pas vraiment dans le top level. Genre une fois que j'ai évalué ça, j'ai plus de variable n, donc je n'ai plus de racine qui permet de remonter à ce truc que j'ai mis dans le tas mineur. Enfin, et du coup, il faut que je sache à la fois que j'ai pas envie de supprimer ce nouveau record et j'ai pas non plus envie de le déplacer dans le vieux tas, parce que si je le déplace dans le vieux tas, je vais être un peu emmerdé parce que dans mon vieux record le M là, j'ai un pointeur vers ce truc qui est dans le tas mineur. Et du coup, si je le déplace bêtement, et ben je vais avoir un pointeur dans le vide et je vais être totalement couillé. Et du coup, OCaml gère ça avec ce qu'on appelle la reflist. Voilà. Ce qui est rigolo avec le garbage collector de OCaml en fait, c'est qu'on peut le manipuler comme on veut. Genre on a le module GC. Si je fais GC.minor, ça fait manuellement une minor collection. GC.compact, c'est pareil, genre on peut vraiment contrôler le GC à la main. Je peux avoir les stats de mon GC, GC.stat. Je peux le contrôler. Genre par exemple, si j'ai envie qu'à chaque fois d'avoir dans mon top level tout ce que le GC fait, qui est affiché, et ben il suffit que je set le champ verbose du contrôle du GC à 255, et hop, à chaque fois que je vais faire une variable, il va me parler. C'est rigolo. Donc revenons-en à nos moutons, la compilation. Voici un programme assez simple. Voici le untyped syntax tree, c'est-à-dire ce que j'obtiens après la première phase de parsing, sans aucun traitement supplémentaire. Et tout de suite après, hop, voici
après le passage du typage. Donc on remarque que globalement ça ressemble quand même beaucoup. Il y a juste 2-3 annotations en plus. Et c'est toujours aussi moche. Et donc l'étape d'après, si vous vous souvenez bien, c'est la lambda form. Ouais. Donc là j'ai deux exemples avec des patterns avec des pattern matching sur des variants tout simples. Hop. Alors voici à quoi ressemble la lambda form du truc. Et donc là tout de suite c'est intéressant parce qu'on peut voir les optimisations qui sont faites. Genre là on était sur le pattern matching large avec pas mal de cas. Et donc comme on est exhaustif, vous savez quand même vous oblige à être exhaustif dans vos pattern matching sur vos types sum là. Et ben je sais que je vais avoir un cas pour le variant 0, pour le variant 1, pour le variant 2, pour le variant 3, etc. Du coup je peux faire un switch. Un switch c'est tout con. Genre ouais, voilà un switch, donc c'est super opti. Hop. Pour le pattern simple, avec genre s'il n'y a pas beaucoup de possibilités, et ben là je peux carrément me faire des if, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça coûte pas très cher. Donc là on commence à voir les différences de l'implémentation par rapport à ce que j'avais au code en entrée. C'est rigolo. Toujours pareil que l'exemple, genre en gros là c'est juste un pattern polymorphique. J'ai juste remplacé l'exemple précédent, j'ai rajouté des backcodes quoi. Donc là on voit bien que les variants c'est plus 0, 1, etc. C'est les CTH totalement dégueux. Mais que à part ça ressemble, c'est exactement le même principe. Saviez-vous qu'on pouvait faire des benchmarks en KML? Genre il y a un module de benchmark. Et ben maintenant vous le savez. Et voici les résultats. Genre le pattern matching sur du polymorphique c'est le plus long. Vous voyez ça prend 104. Le monomorphique sur des patterns larges ça prend à peu près autant de temps. Et le monomorphique sur les petits patterns, ben, c'est 2 fois plus rapide. Voilà. C'était la petite minute stats. Le bytecode. Donc c'est un assembleur, hein. C'est du bytecode. Ouais. Voici à quoi ça ressemble. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le bytecode de Camel c'est un grand sujet. Il est vraiment super optimisé, super performant. Mais voilà qu'on n'a pas trop le temps d'en parler. Et puis ça reste un bytecode, j'ai pas envie de dire, mais c'est pas très intéressant. Ah, le code natif. J'ai une petite fonction de comparaison de deux entiers. Donc là, j'inspecte le code natif. Ouais, je vous ai mis les commandes. Genre, quand vous compilez en compilez, vous pouvez préciser par exemple .s pour avoir la sortie d'assembleur. Voilà, si vous voulez regarder à quoi ressemble vos programmes de près. Donc voilà l'assembleur qui est produit pour la comparaison entre entiers. Il n'y a pas vraiment de surprise, hein, c'est juste un CMP quoi. Entre deux registres, c'est ce qu'on peut imaginer de plus logique, de plus simple, de plus performant quoi. Hop. Faut contraster ça par exemple avec le même code, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire. En gros j'ai juste enlevé la restriction de type, maintenant c'est une fonction de comparaison polymorphique, donc qui prend un alpha et qui donne un bool. Et bah, c'est quand même tout de suite un peu plus rigolo, hein, l'assembleur. Ce qui implique, voilà, comparaison polymorphique, c'est combien? C'est 20 fois plus lent. C'est assez fou. Donc c'est triste, mais le polymorphisme, ça nique un peu les perfs. Hop. Et ceci boucle à peu près tout ce que j'avais à dire sur le bas niveau, comme on dit. Ouais, le typage. Tout ce qui est typage des langages de programmation, il y a des formalismes assez costauds. Genre, et puis il y a juste un set de règles, genre il y a à peu près 5 règles. Vous avez le let, vous avez la généralisation, etc. Donc là par exemple c'est la règle du let en système F. Hop. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Là par exemple j'ai let id lambda x in id. En gros c'est la définition de la fonction identité.
Donc il commence par repérer un atome qui est X, genre var. Tu vois, vous voyez la règle var. Donc il dit que c'est un X est un X est le lambda XX, c'est function qui a X associé X. Donc là, cette première ligne, on parle du X qui est le premier X, genre le function qui a X associé X. Donc ce X, on dit que c'est une variable, on lui attribue comme il n'y a pas d'annotation de type, on dit que c'est un alpha. Ensuite, je traite le fait que ce soit un function qui a X associé X. Donc je dis que c'est un alpha flèche alpha, hein, tout simplement. Ensuite, comme je vois que la variable est libre, je peux dire que c'est pas juste un alpha vers alpha, c'est un quel que soit alpha, alpha vers alpha. C'est-à-dire que c'est pas le alpha qui est ailleurs dans le code, c'est vraiment quel que soit alpha. Et donc let id égale ça, je dis que c'est id, donc quel que soit alpha associé alpha. Et ensuite j'ai un let, donc je dis que le type de tout ça, c'est quel que soit alpha flèche alpha. Donc c'est une notation mathématique, et en fait, même si ça peut faire peur à certains au début, c'est parce que les maths c'est simple, et que le concept derrière est très simple, et que c'est vraiment des opérations très simples. Ok. Quoi? Non. Donc, qu'est-ce que c'est que la généralisation? Function qui a x associe la y égale function qui a z associe z in y. Autrement dit, function qui a x associe la y égale id in id. Donc function qui a x associe id. Je sais pas, vous voyez, si vous prenez un peu le truc, en gros, je définis la fonction identité. Il y a un moyen un peu tordu. Donc je commence par dire que function qui a z associe z, donc z c'est une variable, donc j'ai dit que c'est le type bêta bêta. Comme c'est syntactic value, attention, ça c'est important, je y reviens après pendant pas mal de slides. Je peux généraliser et dire que y n'est pas juste un bêta flèche bêta, c'est un quel que soit bêta flèche bêta. Comme c'est polymorphique, je peux par exemple m'en servir comme dans l'exemple en bas. Y de 1, Y de trou, Y de camel, tout ça en même temps, genre dans le même contexte, tout ça type check, parce que Y est polymorphique. Donc je peux m'en servir avec des entiers, des booléens, des strings. Alors que si j'avais par exemple appliqué id de id, j'aurais obtenu un underscore alpha, flèche underscore alpha, donc du typage faible. Donc j'aurais commencé par faire y de 1, et y aurait été contrainte en int flèche int, et du coup ça aurait pété l'erreur de typage sur y de trou, parce que maintenant y aurait été une fonction d'identité uniquement pour entier. Enfin bref, on y revient ça aussi. Alors les types graphiques en ML, ouais, parce que les types, on a décidé de les représenter avec des graphes. Donc là par exemple j'ai du alpha flèche bêta flèche bêta. Vous reconnaissez bien genre le signe perpendiculaire là, ça veut dire qu'on est sur un terminal, donc un alpha, un bêta, un gamma, ce que vous voulez. Donc les flèches, c'est les flèches qu'on connaît tous, c'est les types flèches justement. À côté j'ai un deuxième type qui est donc du alpha flèche bêta flèche bêta. Moi j'aime bien suivre avec le doigt comme ça le graphe, c'est rigolo. Et puis à côté vous avez le même, sauf que plutôt qu'avoir deux terminaux, donc alpha et bêta, j'ai le même, donc c'est alpha flèche alpha flèche alpha. Et donc là j'ai une relation, donc le premier type est inclus dans le deuxième, qui est inclus dans le troisième, parce que en fait alpha flèche alpha c'est plus spécifique que juste alpha. En fait alpha flèche alpha on peut dire que c'est une instance de alpha. Donc là on revient à tout ce qu'on a dit sur le sous-typage, c'est-à-dire qu'on a des types qui sont inclus dans d'autres, il y en a qui sont plus généraux que d'autres. Hop, genre ouais. On a des opérations sur les types. Par exemple, si j'ai un alpha et que je transforme ça en bêta flèche bêta, on appelle ça du grafting. C'est-à-dire que j'ai greffé sur mon graphe un bout, et ça correspond effectivement à une instantiation, enfin genre une spécialisation du truc, genre un cas particulier si vous voulez. Puis je peux aussi merger les flèches qui servent à rien. Donc ça il est important pour moi parce que ça tu vois, ça c'est fait avec du TXZ dans la tech. Je vous montrerai bien le code source de ce truc là si je pouvais, mais enfin ça m'a rendu fou, faire des graphes comme ça, c'est tellement de boulot, c'est horrible. C'est vraiment immonde. Du coup, ouais, je suis passé à des screenshots de gens qui savent mieux faire ça que moi pour la suite. Ouais, donc voilà. La relation d'instanciation, comme je disais, on peut faire ça différemment. Chop, chop, chop. Franchement, les graphes parlent d'eux-mêmes, c'est assez sexy.
Ouais, donc quand vous lisez des documents qui parlent de théorie des types, etc., vous avez que des trucs comme ça qui sont vraiment jolis à regarder. Ça fait un peu plaisir. Hop. MLF. Les types ML, en fait, on représente ça. Ils ont inventé leur propre truc qui s'appelle MLF. F comme système F, le système de typage, et ML comme ML. Donc comment on construit un type MLF, c'est l'union en fait du squelette, exactement ce que je montrais avant, donc les alpha, flash, bêta, bêta là, tout bêtement, et le binding tree, parce qu'en fait il y a donc les alpha et bêta en question, ils sont pas forcément définis au même niveau, ils peuvent être reliés à différentes profondeurs quoi. Du coup on a besoin de garder cette notion là. Donc si on additionne les deux, on obtient notre supergraphe MLF. Hop. Alors, ID de 1. Donc là, vous voyez la fonction ID qui est sous le N là. C'est alpha flash bêta. Ouais. Donc vous voyez le G, ça veut dire c'est une contrainte de type en fait. Donc là, comme j'ai tout défini au même niveau, et ben tout remonte vers le même G en gros. Là, vous voyez que le ID de 1, ID c'est alpha flash alpha. Et que le premier alpha, genre l'argument, ben, c'est un 1, c'est un type primitif. Du coup, je vois que j'ai un int, donc je peux merger ça avec int, chop, 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 on voit les opérations qui sont petit à petit. Alors c'est exactement comme ça que fonctionne le moteur d'inférence de type de Camel, c'est via des réductions des graphes. Il a une certaine liste de réductions qu'il sait faire, il les applique, chop, 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 tant qu'il peut sur ses graphes, jusqu'à obtenir un résultat final. Un exemple suivant. Franchement, enfin, c'est sexy quoi, c'est grave. Lambda XX, donc là c'est la fonction identité elle-même. Là, j'en suis. C'est le truc que j'avais avant, c'est-à-dire que je définis la fonction identité et je fais identité de identité. Genre let y égale la fonction identité in yy. Comme identité c'est la fonction identité, on pourrait croire que l'application de l'identité c'est l'identité elle-même. Mais je peux attirer votre attention sur le fait que sur le truc tout au bout là, on a une petite flèche là qui va du ici à ici, alors que sur la version précédente on avait les deux flèches qui remontaient tout en haut. Parce que la différence c'est que maintenant il y a un let entre les deux. Et comme on va le voir, ça a des implications. Voilà, on peut admirer la dernière fois ce super graphe avec des couleurs que je ne sais pas du tout faire, hélas. Hop. Alors, les types récursifs en Camel. Si par exemple je fais un type fou, qui est un constructeur de fou, et ben ça marche. Donc là vous voyez en bas les applications, ça fait c'est tort. C'est rigolo d'ailleurs, le top level il est un peu fou, un peu comme moi. Et pareil, donc avec les records, ça marche aussi, je peux faire des types récursifs. La raison pour laquelle je parle de type récursif, c'est que ça marche pas toujours en fait. Genre si je fais un type attree qui est un A flèche attree list, genre si je veux représenter des arbres généraux de cette façon-là, et ben il va me dire ah non, c'est cyclique, tu peux pas, blablabla, genre parce qu'effectivement j'ai un attree à gauche et j'ai un attree à droite. Genre je fais une liste de attree, là je suis en train de définir attree, il me dit mais lol non quoi, tu peux pas. Et pareil, si j'ai une fonction f. Donc là, vous voyez, let rec f égale function. Donc là, je match sur un couple, couple de quelque chose flèche liste vide ou une autre liste. Ensuite, je rappelle f sur xs, c'est-à-dire que je matchais donc un couple et je matchais le deuxième élément de ce couple. Et donc là, je le match sur la même chose. Donc c'est un élément et une liste de quelque chose. Cette liste de quelque chose la rematch, blablabla. Et il finit par me dire ouais, non, j'aime pas. Alors qu'en fait, ça devrait marcher. Et surtout, vous avez l'exemple avec de l'objet, genre plutôt qu'avoir une fonction, c'est une méthode. Et là, tout d'un coup, ça marche. Donc on a envie de dire lol what ? Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche ? Pourquoi en cause du 2 ça marche pas ? C'est pas juste. Hop. Ouais, alors, il y a un trick, c'est de compiler avec l'option -rectypes. Et là, il te dit, ouais, les types récursifs, je veux bien, je m'en fous. Ou alors, vous pouvez utiliser le as.
Genre tout à l'heure, on avait fait un type attree égale a flèche attree list. Là maintenant, je fais différemment. Je dis c'est pas un a flèche a étoile attree list, c'est un a étoile vertex list. Et vertex, c'est quoi? C'est un attree. Ça revient exactement au même. Et surtout, Ocaml me dit ah ouais, alors ton truc est bon et c'est un type attree égale a fois attree list. Donc là, tu te dis ok, puisque ça c'est le type de ce que j'ai écrit, j'aurais pu écrire directement ça. Eh ben non, ça fait une erreur. What? Donc ouais, le typage en camel, c'est vrai qu'il y a des moments où on se demande un peu ce qui se passe, mais... Les types faibles. Le type defaulting. Donc ça c'est tout ce qui est underscore alpha. Hein, donc, quand je fais une référence sur liste vide, pour l'instant on ne sait pas quel type a la liste vide, donc par défaut on dit que c'est polymorphe. Mais dès qu'on a mis quelque chose dedans, effectivement, ce n'est plus polymorphe. Parce que sinon, je pourrais par exemple mettre des entiers dans une liste, puis un caractère, puis ensuite vider la liste et traiter tout comme des caractères. Et du coup, j'aurais pété entièrement ma type safety. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut que le typage ça serve à quelque chose quand même. Hop. La value restriction. C'est ce dont j'ai parlé dans l'exemple précédent là, avec le coup de l'identité. Si je fais identité, c'est plus polymorphe, ça devient du underscore alpha. En fait, parce que dans les langages ML, on a une règle qui dit qu'on a le droit de généraliser, c'est-à-dire de rajouter transformer un alpha flèche alpha en quel que soit alpha flèche alpha. Ça s'appelle la généralisation. On a le droit uniquement de le faire si sur la right hand side, on a quelque chose qu'on appelle une syntactical value. Les syntactical values, c'est ça. Ce sont les constantes, les variables, etc. Et en l'occurrence, let in, ce n'est pas une syntactical value. Du coup, là, si je fais la val f, ah oui, donc là, par exemple, c'est un des cas où j'ai pas fait un exemple en camel, j'ai fait ça en autre langage, en standard ML, ça s'appelle. En fait, ça revient exactement au même, c'est ça qui est rigolo, parce que c'est un dialecte de langage et tous les concepts sont transverses. Bref, là j'ai fait let f égale function qui a x associe x, et ça fonctionne, le truc est pleinement polymorphe. Alors que si je fais val f égale let in function qui a x associe x, normalement ça devrait revenir exactement au même, et ben non, parce que je n'ai pas eu le droit de généraliser. Genre le quel que soit alpha, il a disparu. Et du coup, ça ne type check plus, je ne peux plus faire f de fou, f de 13, parce que ça n'a pas été généralisé. Hop. Bon, on va commencer à rentrer dans le domaine du fonctionnel. On vous a sûrement déjà parlé de lambda expression, enfin de lambda fonction, etc. De lambda terme, etc. De lambda calcul, sûrement, absolument fou. Qu'est-ce que c'est qu'une lambda expression? C'est quelque chose sur lequel on peut faire trois opérations, à savoir la alpha conversion, la bêta réduction et la eta conversion. Alors ce sont des noms qui peuvent faire un peu peur. Alpha conversion, ça veut juste dire que la fonction qui a x fait quelque chose. C'est la même que la fonction qui a a fait quelque chose. C'est-à-dire que je peux renommer mes variables, ça ne change absolument rien. La bêta réduction, c'est le fait d'appliquer une fonction à ses arguments. C'est-à-dire que si j'ai une fonction x qui en fait fait plus 1, fonction qui a x associée x plus 1, et j'appelle cette fonction f. Si quelque part dans mon code j'ai f de 42, f de 43, je peux très bien remplacer f de 42 par 42 plus 1 et je peux remplacer f de 43 par 43 plus 1. C'est exactement équivalent. Vraiment, c'est pas de la magie, quoi. État conversion, c'est le fait que quand je fais f de x égale g de x, je peux aussi let f de x égale g de x, je peux aussi écrire let f égale g, parce que quelque part, ça simplifie. On peut simplifier les arguments, ça s'appelle donc les états réduction, etc. Hop. Pourquoi j'en parle? Parce que, justement, avec ces histoires de value restriction, de polymorphisme faible, de type defaulting, avec les états conversion, on peut faire des trucs rigolotes. C'est-à-dire que, par exemple, là j'ai la fonction identité. Vous voyez, mapid égale list.map function xx. Donc, première fois, je l'ai sans argument. Deuxième fois, j'ai rajouté un état de chaque côté. Donc, la première fois que j'utilise, ça transforme ma fonction mapid en fonction qui va de int vers int. Alors que dans le deuxième cas, où il y avait une état, ça reste polymorphique. Parce que justement, j'ai fait une état expansion. C'est comme ça que ça marche. En fait, ce qui se passe, c'est que je défère. Plutôt qu'évaluer une fois let f égale g et évaluer g, je rajoute un x et du coup ça reste un appel de fonction, quoi. C'est pas évalué. Et donc, tiens, on arrive à la fin là, c'est cool.
Quand je disais qu'on pouvait faire des vrais tours de magie avec les histoires de variance que j'avais évoquées au début, là j'ai un module qui embarque donc une fonction identité et une liste. Ouais. Donc par exemple la fonction, donc là la liste là que je lui passe, et ben c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est donc là, on perd le polymorphisme, ça devient du underscore alpha. Hop, on sait pas trop, enfin parce que c'est comme ça. Et là où on fait de la magie, c'est que si je rajoute un plus juste dans la signature du type T là, et ben ça marche, ça fait plus peut-être defaulting, genre ça reste pleinement polymorphe. Et ça dans le genre feature pas très documenté et magique, ben, c'est pas mal. Voilà pour la magie, c'est tout pour l'instant. Hop, ouais. Question. Comment est-ce qu'on fait une fonction de type alpha flèche bêta? Ah. Donc en gros une fonction qui prend un argument de n'importe quel type et qui renvoie un argument un résultat de n'importe quel type, mais pas forcément le même. Hop. Première réponse, on peut faire f de x égale f de x, parce que quand on voit ça, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f c'est une fonction puisqu'elle prend un argument et qu'on l'applique. Mais qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut son propre type, parce que f de x égale f de x, donc f de x, le type de f de x, c'est le type de f de x, donc on peut pas trop savoir. Donc ça reste, Kamel laisse le défaut qui est alpha flèche bêta, c'est-à-dire le type de fonction la plus générale possible. Deuxième possibilité, une fonction qui ne termine pas, genre fail with, book. C'est une fonction qui n'a pas, enfin donc alpha flèche bêta, puisqu'on n'a pas de type, on peut pas donner de type. Troisième réponse. En fait, je vais faire un dire de la merde et on peut pas faire de fonction alpha flèche bêta parce que c'est tout simplement impossible. Pourquoi est-ce que c'est impossible? Hop, allons-y, parlons de fonctionnel. La programmation déclarative. En gros, vous savez tout ce que c'est que le fonctionnel. Hein. C'est le fait d'écrire le résultat plutôt que d'écrire le cheminement pour arriver au résultat. Donc, c'est exactement comme des maths, quoi. C'est plus que exactement comme des maths, ce sont des maths en fait. Alors, pourquoi est-ce que c'est cool? Parce que des langages fonctionnels purs, on peut faire de l'évaluation paresseuse. Hein. En Camel aussi, il y a pas. Faut arrêter de dire qu'on peut pas le faire en Camel. On a un module lazy qui permet d'implémenter justement tout ce qui est évaluation paresseuse. C'est aussi cool parce que le lambda calcul typé, on peut dire que c'est safe. Un programme bien typé est un programme qui ne plantera pas et qui fera pas des erreurs mystiques. Genre les erreurs bêtes du genre je fais carc égale fgetc machin. Alors que fgetc, le type de retour c'est un int. Et du coup ça fait cracher le programme a un comportement inattendu. Et ça peut pas exister dans un typage qui est dans un langage fortement typé. C'est cool, on a vraiment une garantie qui fait plaisir. Puis aussi parce que le niveau c'est abstrait, donc c'est simple. Et que c'est facile de créer des compilateurs pour des langages fonctionnels. Voilà. Là par exemple j'ai une super formule mathématique. Implémenter ça prend 28 000 lignes de C. Ou alors 6 lignes de Camel. Voilà. Donc, le fonctionnel c'est la vie. Hop. Et qu'est-ce que c'est que du fonctionnel? C'est le fait vraiment de travailler avec des fonctions. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la logique combinatoire en mathématiques. A priori, si vous n'avez fait que Epita, non. Les combinateurs, ça a été introduit par ces deux messieurs pas très connus, hein. Genre à se calculer, personne ne sait qui c'est, n'est-ce pas? Et donc, ce sont des fonctions d'ordre supérieur. Donc des fonctions qui construisent des fonctions. Là, en l'occurrence, on a par exemple une fonction S qui prend 3 paramètres, dont le résultat c'est x, z, y, z, parce que tous les paramètres x, y et z sont évidemment des fonctions, puisque c'est une fonction d'ordre supérieur, ça prend des fonctions et ça donne des fonctions. K, x, y, le résultat c'est la fonction x, et ix c'est la fonction identité. Hop. Et donc avec les combinateurs, l'idée c'est qu'on peut faire de la logique combinatoire. Par exemple, je peux construire des nouveaux combinateurs, B, C et W, en appliquant dans un ordre bien précis ces combinateurs S et K. Par exemple, la composition de fonctions, ça correspond au combinateur B, et c'est codé avec SK, SK. Si je veux swapper deux arguments, c'est pareil, je peux le coder. Si je veux dupliquer quelque chose, c'est pareil. En gros, je peux coder toute fonction à partir de ces deux fonctions S et K qui étaient précédemment là. Ces deux combinateurs sont en fait des
des axiomes, quelque part, on peut tout construire avec, quoi. Le petit schéma en dessous, c'est pour montrer le parallèle avec de la logique. Genre avec quelques petits éléments, on peut construire des systèmes compliqués. Voilà. Clic. Le combinateur B. Pas particulièrement intéressant, si ce n'est qu'il s'appelle B, en référence au syllogisme Barbara. Alors ça, c'est intéressant. Genre, le syllogisme Barbara, vous savez que c'est un syllogisme. Par exemple, c'est tous les M sont des P, donc tous les S, et tous les S sont des M, donc tous les S sont des P. C'est un raisonnement assez connu. Et en fait, selon la façon dont je le tourne, si par exemple je dis aucun M n'est un P, et qu'ensuite je continue pareil, et ben en fait, j'aurais tourné mon truc un peu différemment, et ça aura un nom différent. Il y a toute la liste sur Wikipédia avec à chaque fois donc les diagrammes associés. C'est super joli. Et donc là, on voit que le combinateur B, qui est donc une fonction, en fait, ça correspond exactement à un raisonnement en logique intuitionniste. Il y a un parallèle qui est vraiment très très fort. Le combinateur X, c'est un combinateur qui est très rigolo, puisque comme vous pouvez voir en bas, si je fais XXXX, et ben en fait c'est le combinateur K, et si je fais XXXXXX, c'est le combinateur S. Donc en fait, quand je mets ce combinateur à la puissance, je peux retrouver mes deux axiomes. Donc en fait, juste avec ce X, je peux coder toutes les fonctions. Toutes les fonctions. Tout ce qui est calculable, je peux l'exprimer avec ce X. Moi je trouve ça très fort. Par contre, effectivement, tous les combinateurs, ça a des types totalement... enfin, des types que tu n'as pas envie de taper en latex, quoi. Hop. Isomorphisme de Curie-Howard. En gros, en théorie des types et en preuve formelle, on voit effectivement qu'il y a un parallèle. Et c'est comme ça que ce truc-là, la Curie-Howard correspondance, est né. C'est que Curie, un jour, il s'est dit « Bah tiens, ça se ressemble vachement tout ça. Genre, c'est rigolo, mais t'as un axiome pour ta logique, Hilbert. Et ben moi, j'ai un combinateur, c'est exactement ça son type. C'est la même chose, c'est les mêmes lettres, les mêmes symboles, c'est rigolo. » Et en fait, ça allait beaucoup plus loin que ça. En fait, c'est l'observation que les deux formalismes, c'est-à-dire le formalisme à la fois des preuves, donc des raisonnements, donc le formalisme des types, de la théorie des types, c'est exactement la même chose. Une preuve est un programme et la formule qu'il prouve est le type de ce programme. Et donc c'est sur ce principe qu'on a bâti par exemple tous les logiciels de preuve, genre par exemple Coq. On écrit un programme et ça correspond vraiment à une preuve qu'on va établir. Les maths, c'est beau, quoi. Donc la correspondance, par exemple, une implication en logique, ça correspond exactement à un type d'une fonction. Une conjonction A et B, c'est un type produit, donc un couple. Une disjonction, c'est un type somme. La formule true, c'est le type unit. False formula, c'est le bottom type. Le bottom type, c'est par exemple ce qu'on aurait pu avoir avec le value, c'est genre quand il n'y a pas de type, genre la fonction ne se termine pas, donc on ne peut pas la typer. Une assumption, c'est une variable. Un axiome, c'est un combinateur. Donc ça, c'est ce que je dis, les combinateurs, ce sont des axiomes. Parce qu'on peut tout faire avec, c'est vraiment la base. Et le modus ponens, c'est une application. Modus ponens, c'est une règle de raisonnement, en gros. C'est ce qui te permet de te dire donc. Ouais, donc par exemple, en logique intuitionniste, c'est comme ça que ça fonctionne. Je dis que j'ai une hypothèse delta, et qu'ensuite j'ai deux axiomes, là, genre alpha flèche bêta alpha et alpha flèche bêta gamma, etc. etc. Et ben avec ça, je peux raisonner, je peux construire des conclusions. Hop, et ben grâce à notre recherche Curie-Howard, on sait que c'est exactement la même chose pour les types. Genre avec ces deux combinateurs-là, je peux construire toutes les fonctions que je veux. Et donc je peux aussi dire que les deux axiomes là, en logique, comme on a vu pour les combinateurs, les combinateurs S et K, ben, en fait je peux les remplacer par un seul combinateur X. Et ben c'est pareil, je peux les remplacer par un seul axiome X, enfin qui correspond au type donc de notre combinateur X. Parce que alpha flèche bêta alpha c'est le type de S et alpha flèche bêta gamma c'est le type du combinateur K. Voilà. Donc tout ça se recouvre et c'est vraiment pas mal. Ouais, donc voilà. La programmation c'est pas juste une suite d'instructions pour obtenir un résultat. C'est pas juste afficher des bits à l'écran ou que sais-je. C'est quelque part c'est voilà, c'est une science.
Le combinateur Y, c'est l'avant-dernier combinateur dont je vais parler. C'est un combinateur assez intéressant. C'est le combinateur qui implémente la récursion en fait. Parce que la récursion, c'est un concept qui n'existe pas vraiment. Genre, quand j'ai envie de coder factoriel qui s'appelle elle-même, en fait, factoriel, elle va appeler une fonction f qu'elle a pris en paramètre. Et je vais utiliser mon combinateur pour transformer cette fonction qui appelle une autre fonction en une fonction qui s'appelle elle-même. Ouais. Donc il y a un combinateur, donc le dernier combinateur dont je parle, c'est le combinateur Z. C'est exactement Y avec une état expansion. Hop, parce que si en camel j'implémente donc ma factorielle là, voilà, qui prend une fonction, qui applique cette fonction. Si je l'implémente donc tout en bas là, directement la définition du combinateur Y, il va me dire stack overflow. Et oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc effectivement, c'est très méchamment récursif et ça s'arrête pas. La deuxième ligne, là, vous avez lettre fixe de f égale f fixe. C'est une expression assez simple aussi du combinateur Y, qui elle fonctionne, mais que j'ai pas vraiment le droit d'écrire. Donc ça utilise le mot rec, et que le mot rec, c'est justement codé avec un combinateur. Donc si j'utilise le combinateur pour coder le combinateur, ça se met un peu la queue. Mais si vous avez du mal à comprendre le principe du combinateur, je pense que cette définition-là, elle est vraiment pratique pour comprendre. Genre, on voit bien la fonction qui s'applique elle-même, etc. Clic. Donc voilà, donc là j'implémente plutôt le combinateur Z et ça marche. Donc je peux faire fixe factoriel et factoriel devient une fonction récursive. Voilà. Je viens d'implémenter la récursion en KML. Hop. Ouais, donc il y a d'autres solutions. Genre je peux aussi utiliser des variants polymorphiques. Ouais, je vais vous laisser. Enfin, ouais. C'est. Ouais. Ça se passe de commentaires. Là. C'est un des grosses critiques qu'on fait contre les variants polymorphiques, c'est que donc de 1, ça rend les erreurs de type beaucoup plus subtiles et compliquées à débugger, et de 2, c'est effectivement assez imbitable à la lecture. Enfin, faut aimer quoi. Puis il y a des parenthèses partout, c'est cool. Je peux aussi exprimer donc mon combinateur de points fixes comme un lambda, bien sûr. Donc la fonction qui, c'est quoi ça? Ouais, ça c'est la factorielle. Donc là, par exemple, j'ai écrit factoriel en lambda. Genre, j'ai pas fait de let, il y a aucune fonction qui a été vraiment déclarée, affectée. Tout ça, c'est entièrement une fonction anonyme, c'est du lambda. Enfin, c'est beau. Puis il faut contraster ça avec ce qui vient juste après, qui est en fait la même version, mais en C++. Je vous avouerai que moi, je l'aime beaucoup, mais dans le genre illisible, ouais, on a du haut niveau là aussi. Puis en dessous, c'est un exemple d'utilisation de lambda dans la vraie vie en C++. Genre, tu t'en sers pour tester des algorithmes. Genre, par exemple, si je veux find if, le if quoi? If, c'est un prédicat, c'est une fonction, donc je passe une fonction anonyme. Voilà. Mais enfin, voilà quoi. Là, on a deux fonctions. Donc au-dessus, on a deux fonctions mutuellement récursives en fait. Bah non, en fait, on a effectivement notre combinateur qui appelle une fonction, qui prend en paramètre une fonction. C'est exactement ce que j'ai fait avec le factoriel. Et voilà, ça marche. Parce que ce sont des concepts qui sont totalement indépendants des langages. C'est ça qui est beau, avec le fonctionnel. Hop, mot de la fin. Le combinateur que j'ai montré, ça ressemble beaucoup à quelque chose qu'on appelle une kin. Genre ça, par exemple, c'est un programme qui va s'afficher lui-même. Parce que vous voyez la printf %s, il s'affiche deux fois. Une fois exactement ce qu'il a en paramètre et une fois le paramètre quoté. Donc il va afficher function, ça s'affiche lui-même. Et ça ressemble beaucoup à un combinateur. Genre, chop. Là, on voit bien qu'il y a deux lambda termes qui sont exactement identiques, qui se suivent. Et c'est ça qu'on fait le combinateur Y. Et ben, ça ressemble vraiment beaucoup. Hop. Ouais, l'opérateur AMB, bon, ça c'est du fonctionnel rigolo. Hop. Voilà. Je pense que j'étais plus long que prévu. Pas de beaucoup, c'est assez classe. Donc voilà. That's it. Et si vous n'avez pas de questions, ça va aussi. Merci d'être venu à cette conférence.
les slides seront disponibles ce soir sur le site de gconf, gconf.fr. Et la vidéo devrait être disponible sur Dailymotion dans pas longtemps non plus. Voilà, merci d'être venu. On va manger ? Si.